Bon, Thierry, aujourd'hui, il travaille chez ASAP, donc ASAP qui est une société dans le digital, donc Absolument. Tout ce qui est site internet, applications, on en parlera à la fin. On en parlera à la fin. Mais au début, voilà, première histoire, le grand frisson. Raconte-nous le début de ta carrière quand tu es arrivé chez Philips. Tu as débuté, on va dire, ta carrière, là où les choses sont mises en place, c'est chez Philips. Alors, mon premier job était chez Philips, où je suis rentré en 89 en sortant de l'armée, où je me suis retrouvé, ardéchois que je me suis retrouvé dans la succursale du Nord, et j'avais la responsabilité de la Somme et du Pas-de-Calais. Et j'ai commencé mon premier rendez-vous dans un village à côté d'Abbeville, à Crécy-en-Ponthieu, où j'ai rencontré un monsieur qui m'a parlé en ch'ti à 8h du matin. Et j'ai pas osé dire non, donc j'ai dit oui, et je venais d'accepter de faire le rendez-vous à la bière à 8h du matin pour mon premier rendez-vous. Et donc c'était assez amusant, et on en parlera tout à l'heure. Vous verrez que le Nord a eu une certaine influence pour un coup que j'ai fait assez sympathique plus tard. Et je suis resté chez Philips jusqu'en 94, donc j'ai passé 5 ans chez Philips, et avant de changer de parcours. Alors justement, on y arrive, parce que là, c'est le deuxième grand frisson. Deuxième grand frisson. Le frisson. Alors, ce que moi, j'ai appelé le grand saut. Le grand saut chez Microsoft. Donc là, il y a un peu de chance, parce que c'était un cabinet de recrutement qui chassait une personne pour lancer l'activité grand public chez Microsoft en 95. À cette époque, le grand public, dans le monde de l'électronique grand public, il y avait 2 marques qui étaient Philips et Sony, et avec des écoles extrêmement pointues de vente et une montée en compétences dans le monde du consumer qui était assez incroyable. Et donc, j'ai été chassé, mais je pense que peut-être d'autres gens, même peut-être des collègues à moi, avaient été chassés aussi. Il s'avère que j'ai été pris chez Microsoft, où je suis rentré le 3 avril 95 avec pour mission première de réussir le lancement de Windows 95, qui était le démarrage de l'activité PC grand public, pour ceux qui ont l'âge de se souvenir, puisque c'est la première fois qu'il y avait un système d'exploitation grand public. Et je suis arrivé chez Microsoft où il y avait 1000 personnes B2B, et moi. Et 1000 personnes. Je ne comprenais rien. Et c'était que des gens du monde de l'entreprise. Personne ne connaissait la grande distri, ou, allez, on va dire, un pouillème. On n'avait pas de produits grand public. Office professionnel faisait, je crois qu'il y avait de mémoire, c'était un carton qui faisait 6 kilos. Il y avait 90 disquettes. Donc, vous voyez, c'est un vrai produit grand public, ça, qu'on aime. Ça coûtait 5000 francs. Enfin, si vous imaginez le truc, quand on mettait des têtes de gondole à la Fnac, on mettait une boîte, en fait. On peut pas en mettre plus, c'était cher. En euros, aujourd'hui, ça fait la même chose. C'est presque, mais en euros, 5000 francs divisé par 6, ça fait 1000 euros. Mais à l'époque, si tu le mets en euros d'aujourd'hui, c'est 4000 euros, 4500 euros. Et donc, en 6 mois, il a fallu lancer Windows 95, qui a été absolument incroyable, une expérience dingue avec Bill Gates à Paris, enfin un truc fou. Et on a lancé l'activité grand public. Donc pour ceux qui sont gamers sur PC, si je dis Age of Empires, ça va peut-être parler à certains. Les joysticks à retour de force, les souris, les premières souris sans la boule, avec l'infrarouge, qui aujourd'hui, on parle que de ça, mais avant il y avait une boule qu'on sortait pour la nettoyer. Et puis un jour en 99, on a reçu un mail de la Corp à Seattle disant que Bill Gates, après avoir dit « je veux un PC dans chaque entreprise et dans chaque maison », a décidé en plus de rajouter « et une console dans chaque salon ». Et c'est comme ça que je me suis retrouvé patron de la France pour lancer la première Xbox en France, où là, on a eu 3 ans où il a fallu tout faire. Tout. C'est-à-dire que comprendre ce qu'était ce marché qui était tenu par Sega, Nintendo et Sony, recruter des talents,
monter une politique commerciale, monter une politique marketing, monter une politique de distribution, avec un délai super court, parce que la volonté était de lancer la Xbox, être la première console à être lancée au Japon, aux US et en Europe le même jour, en 2001. Et donc nous, on a eu les infos en 99 et on a bossé comme des fous, malheureusement 11 septembre. Et là, les US ont décidé de mettre tous les moyens sur les États-Unis. Je pense que les US avaient besoin de muscles et de redorer un peu le blason. Et donc, il a été décidé qu'en Europe, la Xbox sortirait le 14 mars 2002. Donc, il faut juste savoir que quand on travaille avec Carrefour, Auchan, on fait les catalogues 4 mois à l'avance et qu'on parle de catalogues à 20, 25, 30 millions d'exemplaires. Donc, quand vous décalez d'un coup un produit sortie, aussi puissant que ça a des conséquences. Vous pouvez pas imaginer. C'est un truc de fou. Et puis voilà. Et j'ai eu, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais la responsabilité pour les 4 mois de lancement d'un budget marketing de 16 millions d'euros pour 4 mois pour faire connaître le produit. Enfin, c'est des sommes folles avec des objectifs dingues. Mais combien de personnes alors du coup recrutées en partant 40 pour arroser tout le territoire national. Ouais. D'accord. Avec aussi une force de vente externalisée, des merchandisers externalisés, mais sinon on était 40. Ouais. Parce qu'on a dû lancer la Xbox, mais en même temps on devait continuer à vendre les produits bureautiques et on devait continuer à vendre les produits grand public. Peut-être avez-vous entendu parler d'Encarta comme encyclopédie, peut-être des logiciels comme Works, Money, de productivité personnelle, des choses comme ça. Alors, et pour toi, le choc culturel, parce que tu travailles dans une société qui s'appelle Philips, avant tu as fait d'autres choses, mais et là tu te retrouves chez Microsoft avec un gros projet à dimension mondiale. Le choc, il est le premier jour quand je comprends que je suis le seul à comprendre ce que je dis. Ça, c'est le vrai choc. Parce que personne comprend le consumer. Quand je demande des gènes codes de produits, on me dit, te fais pas chier, mets 9 chiffres. Où les gens savent, il y a des gens qui savaient même pas ce qu'était un gène code, mais on peut pas leur en vouloir, c'était pas une boîte consumer. Alors que moi, j'avais été formaté, biberonné dans une vraie boîte consumer. Chez Philips, on avait une semaine de formation par mois, ce qui était énorme. Donc, on était surentraîné. Et donc ça a été le vrai choc. L'autre choc aussi, c'est des petits détails. Chez Microsoft, en 95, tous les PC, on avait un smiley qui, dès que Wall Street ouvrait, le smiley souriait ou faisait la gueule en fonction du cours de l'action en direct à Wall Street. C'est-à-dire qu'on était complètement conditionné sur la performance de la boîte. Une partie de notre rémunération était en stock option, donc on était tous concernés par le truc. J'ai découvert des réunions à 7h du matin où tu reçois un Outlook et on te dit réunion 7h, réunion 21h30. Des coups de fil de décalage horaire aussi. Seattle qui se réveille, il est 17h. Chez toi, eux, c'est 9h du matin et ils disent pour 18h chez nous, il nous faut vous changer tout votre forecast sur tel produit, machin. Et donc là, il y a une expression chez Microsoft qui était la culbute, c'est-à-dire où tu dormais au bureau, tu finissais de travailler, plutôt que de rentrer, tu dormais au bureau, il y avait des douches et on repartait pour une journée. Ah, il y avait des douches au bureau? Ouais. Pour les gens qui faisaient la culbute. Ouais. C'est pas très sympa de dormir sur un bureau, sur un clavier. C'est pas drôle. Mais j'ai pas fait beaucoup non plus. La culbute, j'ai pas fait beaucoup. Et les paris risqués, alors, pendant le lancement de la Xbox, les décisions la plus risquée que tu as pu prendre, finalement? Tout. Combien de temps chez Microsoft? 10 ans. 10 ans. Donc, 10 ans de risque. Non, sur la Xbox. Mais la première partie, l'activité grand public, c'était pas facile, mais c'était l'explosion de l'informatique en France. On a eu des jeux exceptionnels comme Age of Empires. On avait quand même Office et on tenait quand même sur les deux produits clés. On avait 99,9% de part de marché. Alors, on avait des objectifs liés à cette part de marché, mais on était quand même un peu, on était assez safe sur ce qui ramenait beaucoup d'argent à la boîte. Et là, ok, c'était une start-up, donc on créait, mais on s'amusait tellement que
Mais la Xbox, par contre, il y avait un vrai enjeu. C'est-à-dire que Bill Gates voulait cogner contre Sony, Sega et Nintendo. Et là, il y avait une vraie pression. Donc, quand on en a parlé l'autre jour, tu me disais c'était quoi le truc, mais le truc c'était tous les jours. C'est-à-dire que vis-à-vis de la Corp, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis des clients, vis-à-vis des journalistes, vis-à-vis de la radio, vis-à-vis ça, c'était tout le temps. Il y avait tout le temps. J'ai connu pendant 3 ans, je pense, aucun moment de quiétude, aucun. Et quand tu as su que finalement le pari était gagné et que J'ai jamais su. Même parce qu'il y a quand même des chiffres, des objectifs. Ouais. Alors, ouais. On a commencé, on avait 0% de part de marché, évidemment. Moi, quand je suis parti, on avait 20% du marché français. Mais il n'y a jamais eu aucun moment de quiétude. Il existe dans la grande distrie un panel qui est le panel GFK, qui donne toutes les semaines et tous les mois ce qu'on appelle en anglais le sell-through, c'est-à-dire les ventes sorties caisse de la grande distribution par référence. Et on avait ces panels toutes les semaines et tous les mois. Et il y a eu des soirs où on avait des panels sympas de revente et où on était content. Mais on savait que puisque nos concurrents avaient la même chose, dans les 12 heures qui suivaient, on allait prendre une contre-attaque de Sony ou de Nintendo. Et ça repartait parce que c'est eux qui arrivaient avec un nouveau bundle, un nouveau prix, un nouvel article dans la presse, un nouveau. Et ça s'arrête jamais, en fait. C'est une vraie machine à laver. Mais c'était fabuleux. J'avais monté un vrai commando. J'avais piqué des gens chez Sega, chez Sony, chez Electronic Arts. J'avais fait venir des anciens qui étaient avec moi chez Philips. Et on avait monté un vrai commando. C'est un secteur de passionnés en plus, je pense. Ouais, enfin moi je joue pas. Ouais. Mais pour la presse, j'avais mon chef de produit sur un jeu de bagnole m'avait appris à faire 3 dérapages avec un jeu pour donner l'impression que j'étais expert. Mais moi, je faisais des interventions très brèves devant les journalistes ou à la télé. Après, il y a un changement de dimension. Après, tu passes chez Toshiba. Donc là, sur un poste de directeur général. Sur directeur général Toshiba France. Pour la partie électronique grand public. Électronique grand public. Bah, c'est quand même un gros morceau, quoi. C'est amusant. C'est quoi, alors, pour changer un peu là, c'est quoi une décision impopulaire que tu as pu prendre chez Toshiba à un moment donné dans ta carrière? Vous l'avez compris, on s'est parlé avant, donc la question, je la connais, donc la réponse, je l'ai préparée parce que c'est hyper dur de résumer 8 ans et de trouver le truc là en live comme ça. Sans aucun doute, la décision la plus... Alors, il faut savoir que déjà, le choc, il est terrible aussi quand on arrive chez Toshiba, boîte japonaise, après 10 ans de Microsoft. Parce que chez Microsoft, quand on écrit un mail dont le titre est urgent, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, logiquement, dans le quart d'heure, il y a quelqu'un qui répond. Peut-être pour dire qu'on répond demain, mais en tout cas, c'est dans le quart d'heure. Chez Toshiba, un mail qui commence par urgent, si on a une réponse dans la semaine, on a de la chance. Il n'y a pas du tout. Donc moi, je suis arrivé et j'ai très vite compris que je pourrais me faire virer si je me calmais pas parce que je comprenais pas en fait. Je comprenais pas que on verra, on te dira, on va te répondre. Donc ça, c'était un truc assez compliqué. Et la chose la plus dure que j'ai eu à faire en arrivant, où tout le monde se disait mais c'est quoi ce mec complètement américanisé, c'est que le directeur financier du groupe Toshiba quand il m'a reçu, j'ai dû arriver, j'étais là depuis 3-4 jours, et il m'a dit je pense qu'on t'a pas tout dit au recrutement, et sache que l'activité fait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et qu'on a 4 millions d'euros de litige client. Ce qui est énorme, énorme. Un litige client, c'est Darty qui reçoit 5000 télés, il y a 3 télés cassées, on s'occupe pas de ces 3 télés cassées et Darty bloque la totalité de la facture. C'est une palette de DVD portables qui arrive chez Carrefour et dans le transport entre l'Asie et Carrefour, au milieu, tous les cartons qui sont au milieu sont vides parce que quelqu'un s'est mis dans un entrepôt, a pris ceux qui se voient pas, il a pas abîmé.
Et 4 millions d'euros de litige, c'est terrible. Et j'ai essayé les premiers jours de brasser un peu tout le monde. Et ça s'est pas bien passé. Et j'ai pris la décision, je l'avais, je crois, 45 personnes. Et je leur ai dit, on va crever, de toute façon, si on s'occupe pas de ça. Et contre l'avis du président de Toshiba France, contre l'avis des Japonais à l'Europe, contre l'avis, parce qu'il faut savoir que quand on bosse pour une boîte japonaise, le bureau à côté du sien, on a un DG adjoint japonais qui ne fait qu'une chose, c'est reporter à Tokyo ce qu'on fait. Il est allé pisser, il a marché, il a machin. Et en plus, le mien parlait un petit peu français, donc pour l'anecdote, j'avais 5 direct reports et il était présent à nos Codir Hebdo et on avait inventé des mots. C'est-à-dire qu'il y avait des mots qu'ils pouvaient pas comprendre. Par exemple, budget marketing, c'était carbo, le mot. Parce que quand on se revoit encore maintenant, on se le dit, et t'as des carbos dans ton job. Carbo, ça voulait dire donne des carbos à Darty. Ça veut dire tu peux donner du budget marketing à Darty. Et monsieur Sato me disait, what do you mean? Je dis non, rien, on parle de on s'en fout. Et en fait, on avait plein de trucs. Bon. Et donc, monsieur Sato me dit, ne fais pas ça. Le président de la France me dit, ne fais pas ça. Et j'ai fermé une semaine Toshiba France en mettant une personne au téléphone à la DV. Et le truc, c'était la boîte est fermée. Et j'ai fait venir tous les gens à Paris. Je m'y suis mis, alors là, en chef de file. Et on s'est attaqué aux 4 millions d'euros de litige. Alors, on n'a pas tout réglé en une semaine, hein, mais on a dégoupillé énormément de... Au moins amorcer la pompe, quoi. Ouais, et pour dire, parce que je suis assez content, parce que c'est à moi qu'on l'a donné, mais c'était mon équipe qui l'a fait. Quand je suis parti de Toshiba, on faisait 200 millions d'euros de chiffre, donc plus de x2, plus que x2, et on avait 150 000 euros de litige. Bon. Parce qu'on avait mis le truc en place. Mais ça, je me suis pas fait que des copains quand je leur ai dit, on sortira pas tant qu'on n'aura pas baissé les litiges. Alors je rebondis là-dessus, un moment solitaire, parce que ça a dû être un moment de solitude, de dirigeant, de prise de décision importante, impopulaire, ainsi de suite. Mais est-ce que pour toi c'est le moment où tu as été le plus solitaire dans ta carrière, ou il y a autre chose qui Non, le plus dur, et celle-là j'ai pas réfléchi à la réponse quand tu me l'as envoyé. Le plus dur du plus dur du plus dur, et je ferai jamais rien de plus dur, c'est le vendredi 15 mars 2002 à 14h, quand je suis dans ma voiture, la Xbox a été lancée la veille à 9h du matin, et on savait par des sondages qu'on avait fait en Europe, enfin on savait, moi je l'ai su, donc il faut juste, petite histoire, la Xbox sort à 479 €, mais à 479 €, on est 2 mois après le passage à l'euro. Donc, pour tous les Français, on est encore en francs. Donc, on sort à l'équivalent de 3200 francs, même si c'est de l'euro. Et Sony, en comité d'accueil, qui était à 399 €, passe la semaine d'avant notre lancement sa console à 299 €. Donc, on se retrouve avec un gap et on peut plus rien arrêter. C'est-à-dire, la machine, elle est lancée. Et on sait... Le big boss mondial qui s'appelle Robbie Back de la Xbox fait le tour de tous les pays. Il est à Paris le mardi 12 mars et je dîne avec lui et à 22h, il me dit les sondages de l'Europe montrent que les ventes de la Xbox vont s'arrêter vendredi à midi. C'est-à-dire qu'on va avoir 24-30 heures où les gamers, les early adopters vont acheter. Et à cause du prix, il y a un moment, ça va s'arrêter net. Et il dit, là, garçon, ça fait 3 ans que vous bossez comme des chiens. On sait, tu auras un week-end pour récupérer et on va recommencer avec un nouveau prix, avec un nouveau discours, avec un nouveau machin. Et sincèrement, le vendredi 15 mars, parce que c'est trop long, mais on avait loué un appart de 200 mètres carrés, boulevard de Courcelles, qui était devenu mon QG, où il y avait des pièces, il y avait des chambres, des salons, des machins. On avait installé des Xbox partout. On avait signé des partenariats avec le Conran Shop. On avait signé avec Veuve Clicquot, Powerhead, que tout le monde connaît aujourd'hui,
Les premières bouteilles de Powerade ont été lancées au Xbox Lounge, n'étaient disponibles nulle part. Et c'était un jeu avec Coca. On faisait découvrir Powerade aux journalistes qui venaient voir la Xbox. Enfin, c'était monstrueux. Et les 8 derniers jours qui précédaient le lancement, je suis pas rentré chez moi parce que c'était trop fatigant et je dormais dans un hôtel en face du Xbox Lounge. Et je suis rentré le 15 mars et on savait que les ventes s'étaient arrêtées parce qu'on avait des gens à la Fnac qui nous disaient c'est fini, c'est bloqué. Et j'avoue, j'en ai pleuré dans ma voiture. J'en ai pleuré dans ma voiture parce que il me restait 48 heures pour voir un peu ma femme, mon fils, essayer de récupérer un peu et trouver tout ce que j'allais raconter à ces 40 personnes qui avaient bossé comme des chiens. Et on devait recommencer, on devait retourner sur les plateaux de télé, on devait retourner à la radio, on devait tout recommencer. Et puis, il y avait quand même des milliers de gens qui avaient acheté à 479 et on baissait le prix à 299. Donc là, choisissez 3 jeux au choix, plus de gamepad, plus machin, plus les coûts, des millions d'euros d'avoir. Enfin, c'était fantastique. Alors, rapidement, mais je sais que cette question-là, elle te plaît, c'est une négociation commerciale mémorable. Pour toi, la négo la plus belle. La négo la plus belle. Court. Asseyez-vous. Court. Je vous l'ai dit, j'ai commencé chez Philips à Lille. Et je suis ardéchois. Quand je suis monté à Lille, c'est pas une blague. Hein. On chiale sur l'autoroute A1. Hein. Mais quand je suis reparti 4 ans après, je peux vous dire que c'est vrai. On chiale. Parce qu'on n'a pas envie de repartir. Et après, vous mettez 15 ans après, et je suis chez Toshiba, où on vend à l'époque des DVD et des DVD portables. Et je lis un article sur le film de Danny Boone, Bienvenue chez les Ch'tis, où Danny Boone annonce qu'il va faire une sortie d'abord dans le Nord pendant une semaine, ce qui ne s'est jamais fait dans le cinéma français, d'abord dans le Nord et après un lancement national. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, putain, c'est le coup du siècle. Et j'ai dit à mon directeur marketing, je voudrais que tu me prennes rendez-vous avec le DG de Pathé Film. On va acheter l'exclusivité du DVD pour ce qu'on appelle les bundles, c'est-à-dire la possibilité de mettre un DVD dans une télé, dans un DVD, dans un lecteur DVD et tout ça. Et là, mes mecs m'ont dit, mais t'es complètement dingue, les ch'tis, personne n'en a rien à foutre, ce film ne marchera jamais. J'ai dit, ok, mais le seul truc, c'est que je suis chef et pas vous, et on va faire. Et les Japonais, c'était tellement d'argent, m'ont dit, gars, j'ai dit, je sais, je connais l'histoire, c'est si je me plante, je saute, ok, mais on y va. Et il s'avère que Danny Boone, alors ça, je peux vous raconter après parce que c'est backstage, le DG de Pathé m'a raconté que quand il a vu le film des Ch'tis, Danny Boone lui a dit combien tu penses que je vais faire d'entrée et le DG de Pathé a dit à Danny Boone, tu vas faire, à mon avis, si tu fais 1 million, c'est champagne. Et Danny Boone s'est levé et lui a dit, tape là, si je fais plus de 2 millions, tu me donneras 1 euro par spectateur supplémentaire. Et le film a fait 17 millions d'entrées au cinéma. Et moi, j'ai acheté des dizaines de milliers de DVD, les Ch'tis, en exclusivité France. Et en 6 mois, on a rasé le marché du DVD en France. DVD portable, DVD de salon. On a tout croqué, parce que les gens ne voulaient que des DVD Toshiba avec le DVD les Ch'tis. Et ça, c'est le coup. C'est le coup d'échec. Non, mais c'est le coup. J'ai eu du cul. Et je pense que j'aurais pas travaillé à Lille en 89, j'aurais pas eu ce vibrato et j'ai eu du coup. J'y suis allé. La boucle est bouclée. Avec le Nord. La boucle est bouclée. Alors après, le virage vers la PME, parce que maintenant, bon voilà, tu t'orientes. Maintenant, tu travailles. Virage vers la PME. J'ai en 2018, j'étais DG chez BVA Mystery Shopping. Et alors que j'avais un PNL où en bottom line, on gagnait plus d'1 million d'euros, on m'a demandé, pour améliorer les résultats du groupe, de virer 5 personnes. Et j'ai refusé. Et on m'a dit, c'est toi qu'on vire.
Et là, j'ai accepté. T'en valais 5. Hein? J'en valais 5. J'en valais 5. Et là, je me suis dit, basta, ça suffit. Donc, je me suis lancé dans alors je sais pas si on peut dire entrepreneuriat, parce que j'ai trop de respect pour les entrepreneurs. Je suis pas sûr de moi être un entrepreneur dans ce sens-là. J'ai fait des trucs dingues. J'ai bossé avec Jamel Debbouze sur la sortie de son film. J'ai bossé avec le PSG. J'ai des copains qui ont un château dans le Var. J'ai vendu du rosé. Qui ont un autre qui a du pomme-roll. J'ai vendu du rouge. J'ai pris des participations dans 3-4 boîtes de copains. Et puis voilà. Et puis je me suis amusé. Et un jour, j'ai croisé chez un ami commun que vous connaissez, hein, qui est Hamza, le cappuccino. Hamza me dit, à qui j'avais vendu quelques milliers de bouteilles de rosé, me dit, tu fais quoi prochainement? Je dis, je sais pas, j'ai envie de m'amuser. Il me dit, il faut que je te présente quelqu'un. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Sébastien Del Barrio. Et le courant est super bien passé. Et j'ai rejoint ASAP pour lancer une équipe de mandataires, mais on n'y est pas arrivé. Parce que les gamins veulent plus bosser, c'est des branleurs. Non, coupe pas, c'est des branleurs. Et il y a que ceux, par contre, qui ont envie de bosser, qui vont vraiment réussir. Et parce qu'il y a beaucoup de pognon à se faire. Et on a essayé de faire ça, et puis on a laissé tomber, on y a réfléchi. La boîte est incroyable. Je suis content. Dans la pièce, il y a quelques clients qui étaient pas contents, qui sont contents, qui sont toujours contents. J'espère de nouveaux clients bientôt. Et Xavier, qui est là, a racheté il y a quelques mois la société à Sébastien. Je m'amuse comme un fou. Moi, j'ai fini. Enfin, c'est derrière le plus gros, le plus beau, le plus spectaculaire. Aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de transmettre aux gamins. Et j'ai envie c'est possible, quoi. Mais par contre, faut bosser. Faut bosser comme des chiens. Il y a que ça. Il y a que le boulot, de toute façon. Mais il faut s'amuser. Et chez ASAP, je trouve ça. Et je vends un produit super sympa avec des gens très performants. Et voilà. Donc, c'est cool. Allez, la dernière question. On le fait ou pas? Ouais, allez, on le fait. Ça, c'est une histoire, ouais. C'est la dernière. Alors, la question, c'est l'histoire que tu garderas toujours et que tu as envie de raconter à tes petits-enfants. L'histoire, là, qui te... Alors, c'est une histoire que j'ai dû raconter 6423 fois, dont 4000 à mon fils qui me dit, papa, il a 27 ans, il me dit, papa, encore, s'il te plaît, encore. 3, je vous jure, sur la tête de ma mère, cette histoire est vraie. 3 avril 95, j'arrive chez Microsoft. Hein? Quoi? Il a les dates. Il a les dates et les horaires. 10 octobre 89 chez Philips, 3 avril 95 chez Microsoft. J'arrive chez Microsoft et j'ai un super boss, le mec qui m'a recruté. Et on doit passer toute la semaine ensemble et j'arrive aux Ulysses et il me dit, Thierry, je suis désolé, putain, je dois partir à Londres à 14h. On a 2 heures là, il faut que je te donne plein de trucs et on se revoit mercredi matin. Je dis, ok, pas de problème. Et donc, je m'assois avec lui et il me dit, tiens, il faudrait que tu regardes ça sur Office, il faudrait que tu regardes ça sur Windows, c'est dans 5 mois, je t'envoie ça par email, tu le liras, je t'envoie ça par email, tu le liras, machin, et si tu peux regarder ça, je t'envoie ça par email. Ok, super. Il se barre à midi et je vais déjeuner avec ce qui était notre assistante commune, puisque moi j'arrivais, et à 14h, je reviens dans mon bureau, et voilà, je suis dans mon bureau. Et à 14h15, je vais voir notre assistante commune. Et je lui dis, est-ce que tu sais, vu la quantité de travail qu'il m'a donné ce matin, est-ce que tu sais à quelle heure email va m'amener les dossiers? Parce que je n'avais jamais travaillé avec un PC. Je ne savais pas ce qu'était un mail. Et toute la matinée, j'ai cru qu'email était une personne qui allait m'amener un dossier. Et toute la matinée, il me dit, je te fais passer ça par email. Et moi, à 14h15, j'attends email poliment dans mon bureau. Cette histoire, dont mon assistante
obligé de faire venir le SAMU parce qu'elle a cru qu'elle n'en pouvait plus. Évidemment, 10 minutes après, 100% des assistantes de Microsoft, le bâtiment vibrait de fou rire. Ça arrive au PDG de Microsoft France, qui passe dans le couloir. Bonjour Thierry, bienvenue. Oui, si. Et 2 mois après, il y a une réunion à Seattle et Bill Gates fait le point avec tous les patrons de pays. Donc moi, je suis humble patron de l'activité grand public. Et Bill Gates fait le point avec le PDG de Microsoft France et dit, et toi, l'activité grand public, il dit, je sais pas ce que ça va donner, mais on en a récupéré un. Pour l'instant, il cherche email dans les couloirs, mais je pense que le mec, il est pas mauvais. Et il paraît que Bill Gates a dit, je vais suivre ça avec intérêt. Et j'ai été, quelques années après, je me suis retrouvé dans un ascenseur avec Bill et son garde du corps, j'étais un nain à côté, il y avait un machin. Et Bill Gates est une personne, il faudra pas mettre, qui a un charisme d'huître, hein, c'est un técos, hein, il est rentré dans l'ascenseur, il m'a fait hi. Et j'ai failli lui dire c'était moi. Mais je me suis dit, s'il comprend pas, l'autre, il me casse la gueule. Vous savez tout sur ma vie. Voilà. Merci.